Happening there. To today's scientific series. Our speakers today are Bertine Sandra Akwamba et Sophie Odette Chapdelaine. Madame Dr Akwamba est conseillère scientifique à l'UETMI du CIUS. Elle détient un doctorat et une certification Lean Six Sigma et elle a plus de 25 ans d'expérience en recherche dans le domaine de la santé et services sociaux. Elle a déjà été à l'UDM, à Sainte-Justine, à l'INES et elle fait partie de l'équipe Renard. Elle a plusieurs publications à son actif concernant les outils d'aide à la décision et elle est conférencière depuis l'an 2000. Sophie Odette is a scientific advisor to UETMI at the CIUS. She also has more than 20 years of experience in research and making research outcomes accessible, donc la vulgarisation scientifique en santé et services sociaux. Aussi dans le domaine du droit, de l'éducation et de l'anthropologie. Elle est la cofondatrice d'un laboratoire universitaire et auteure de plusieurs articles scientifiques. Alors, nous allons avoir une présentation aujourd'hui au sujet de la proche aidance au masculin, incluant les communautés ethnoculturelles et d'autres populations scientifiques. Speaking of men, I would like to remind everyone that it is November, which is the month dedicated to men's health issues, and our very own Jean Daniel is participating to Movember. He's donating his beard to fundraising for men's health issues research in partnership with the PowerFlex Gym. So the more we raise, the more the gym will be motivated to co-invest on our research funds. Alors, Bertine, Sophie, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste le temps de partager mon écran. Alors, bonjour tout le monde. J'ai déjà été présentée. Effectivement, je suis conseillère scientifique à l'UETMIS et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de notre rapport qui porte sur l'approche aidance au masculin, incluant les hommes issus des communautés ethnoculturelles et d'autres populations. On va plus parler des impacts, des enjeux, mais aussi des besoins et des bonnes pratiques relatives à l'approche aidance au masculin. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec ma collègue Sophie Odette Chapdelaine, à qui je passe la parole pour le début de la présentation. Bonjour tout le monde, ça me fait toujours plaisir de présenter ces résultats-là. Merci Bertine Sandra. On est vraiment une équipe plus nombreuse que juste nous deux. Vous voyez à l'écran qui a travaillé activement sur ce projet-là. Donc, on est une équipe de conseillers scientifiques sous la direction de Walter Marc-Anthony, notre chef d'unité. Évidemment, c'est un travail collaboratif, on se valide également. Donc, même si on est deux à présenter aujourd'hui, comprenez qu'on est nombreux à travailler sur les données quand on a un mandat comme ça. Donc, rapidement, moi, je vais vous parler un peu de qui on est, ce qu'on fait, puis décrire là qu'est-ce qu'on a trouvé de manière très descriptive comme type de document. Puis ensuite, je vais repasser la parole là, à ma collègue. Donc, nous sommes l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux en cours l'UETMIS. Notre mission est donc d'éclairer la prise de décision pour optimiser les ressources, améliorer la qualité des soins et l'accès aux services en santé et en services sociaux, généralement au CIUS-ODIM, mais également dans le cas de mandats ministériels sur lesquels on travaille également. Notre rôle est donc de soutenir la prise de décision quant à l'adoption ou au retrait de technologies ou de pratiques. Et nos évaluations reposent sur des données qui sont à la fois scientifiques, mais aussi le contexte local et l'expérience terrain. Donc, de ce côté-là, donc les données scientifiques, on vous apprend rien. Donc, il y a des données publiées dans les revues scientifiques ou qui sont produites par des institutions de recherche. Mais on s'intéresse également aux données contextuelles. Par exemple, c'est quoi les facteurs sociaux, économiques, culturels, réglementaires, par exemple, dans un endroit précis, là, dans le cadre d'un projet. C'est essentiel pour nous pour bien comprendre le contexte applicable et mieux répondre aux questions, évidemment, mener vers des prises de décision mieux éclairées. Puis également les données expérientielles. Donc ça, c'est tout ce qui est issu de l'expérience personnelle et du savoir-faire acquis au fil du temps. Par exemple, la perspective des experts, des patients partenaires, des acteurs communautaires, etc. Comprendre qu'on s'intéresse là à différents types de données. Ce projet-ci, en fait, c'est une demande qui est venue de la direction vaccination, dépistage, santé publique et responsabilité populationnelle, en 2023. Et notre mandat était officiellement de documenter les meilleures pratiques en proche aidance pour les hommes, incluant tous les hommes de manière
très générale et spécifiquement les hommes proches aidants issus de communautés ethnoculturelles de manière vraiment plus ciblée. Et on nous a demandé de nous intéresser à l'ensemble des données internationales qu'on pouvait repérer, donc de tout prendre dans notre filet là, et de tout regarder. Nos résultats complets, vous pouvez y avoir accès. Donc, on a publié là, sur notre site en juin 2024 notre rapport complet qui est beaucoup plus détaillé que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le consulter au besoin. Rapidement, puis c'est un très petit résumé, mais comment on procède? Donc, on commence par une recherche documentaire, on va trier nos documents, sélectionner qu'est-ce qui est pertinent, extraire minutieusement les données et analyser, faire la synthèse, rédiger notre rapport final, présenter les résultats finaux enfin. Comme j'ai expliqué, on travaille en équipe, donc on se valide. Puis dans le cas de ce projet-ci, ce qui est intéressant, Sandra va le rementionner à la fin, mais c'est qu'on a non seulement présenté nos résultats finaux, mais également publié un article scientifique là, cet été qui est maintenant aussi accessible en plus de notre rapport. Donc, un scoping review. Les caractéristiques des publications incluses, donc on a repéré près de 3000 documents. On en a conservé 227 pour leur pertinence. Tous les documents étaient publiés entre 1999 et 2023. C'est des documents qui apportent différentes perspectives, majoritairement, en fait, grande majorité, la perspective des hommes proches aidants eux-mêmes, mais également des personnes aidées, en lien avec leurs proches aidants masculins. Également les agences de services, donc le réseau de la santé, les organismes communautaires qui travaillent ou s'intéressent de près aux hommes proches aidants. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir différentes perspectives dans le cadre de ce projet-ci. Du côté de l'étendue géographique, on avait tellement de pays, on les a pas tous mis aujourd'hui pour vous montrer, mais ça vous donne une idée générale de la répartition. Donc, en grande partie, grande majorité en Amérique, on en avait aussi 35 documents provenant d'Asie, 32 d'Europe, 10 d'Océanie et 9 d'Afrique. Du côté de la relation entre le proche aidant et la personne aidée, les conjoints étaient en grande majorité, mais on avait également des fils, des pères, des amis. Et dans 39 documents, donc le lien n'était pas spécifiquement mentionné entre le proche aidant et la personne aidée. Du côté des problèmes de santé des personnes aidées, donc là aussi, la liste était vraiment, vraiment longue, mais qu'est-ce qui revenait le plus régulièrement? Donc, on avait les enjeux cognitifs de type Alzheimer, démence, des cancers, des déficiences physiques, maladies cardiovasculaires, VIH, SIDA. C'est des données qu'on a décrites comme ça. On n'a pas pu faire des croisements à ce stade-ci entre les différentes maladies ou problèmes de santé et ou des spécificités qui seraient pour les conjoints ou les fils ou les pères, mais c'est des données là, qu'on pourrait aller fouiller davantage éventuellement. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, puis Sandra, tu peux mettre l'autre diapo, c'est en fonction des grands groupes de population. Donc, c'est vraiment la base de notre analyse. On avait, tel que demandé dans le cadre du mandat, les hommes proches aidants en général. Donc, 143 documents mentionnaient là, les hommes proches aidants de manière très générale, mais également nos communautés ethnoculturelles. Donc, 79 documents avaient soit une section où portait globalement sur des communautés ethnoculturelles. Puis, à l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a 3 autres types de populations qui se dégageaient. On avait 39 documents qui portaient sur les hommes proches aidants aînés. On avait aussi 79 documents qui portaient sur la diversité sexuelle et de genre et 6 documents qui portaient sur les milieux ruraux, donc les hommes en milieu rural. Puis c'est dans cette division-là, en fait, que nos données ont été analysées et que maintenant Sandra va pouvoir nous présenter dans les diapos suivantes. Merci beaucoup tout le monde. Alors, merci Sophie. Nous allons maintenant passer aux différents résultats que nous avons pu avoir dans la littérature consultée retenue. Juste pour la suite de la présentation, je voulais juste dire qu'on a essayé de trouver une façon simple de représenter donc les différentes populations d'hommes proches aidants. Donc en bleu, on aura des hommes proches aidants en général, donc ceux qui n'étaient pas identifiés dans la littérature comme faisant
faisant partie d'une sous-population spécifique. En jaune, on va représenter les hommes aînés, donc ceux de 65 ans et plus, ou ceux qui étaient identifiés comme tels dans la littérature. En orange, ça va être des hommes issus des communautés ethnoculturelles. En violet, les hommes issus ou plutôt s'identifiant à la diversité sexuelle et de genre qu'on va appeler LGBTQIA2+, et en vert, les hommes vivant dans les milieux ruraux. Alors, pour ce qui est des résultats en tant que tels, les impacts de l'approche aidant sur la santé mentale, pour ce qui était des hommes en général, c'était la difficulté à exprimer les émotions, les dépressions, les deuils, le stress et la négligence de soi qui revenait aussi pour les hommes aînés. On avait aussi l'épuisement émotionnel plus spécifiquement pour les hommes aînés et ce qui ressortait spécifiquement aux hommes des minorités, des communautés ethnoculturelles, c'était la honte liée à l'approche aidance. Alors, les impacts sur la santé physique incluaient l'épuisement physique, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les problèmes de santé chronique et les problèmes de poids et de nutrition pour les hommes en général, les douleurs musculo-squelettiques aussi pour les hommes en général, mais aussi pour les hommes aînés et plus spécifiquement aux hommes aînés, les problèmes de maux de dos. Au niveau des relations interpersonnelles, ce qui ressortait dans la littérature, c'était au niveau conjugal des tensions, des conflits, mais aussi les impacts sur la sexualité, la perte d'intimité, de liberté et de repères pour les hommes en général. Au niveau familial et professionnel, c'était l'augmentation des tensions et des conflits pour les hommes en général. Et pour ce qui était des hommes qui vivaient en milieu rural, ce qui ressortait, c'était la fragilisation des relations. Et pour les hommes en général, mais aussi les hommes de la diversité de genre et de sexe, c'était l'isolement, la stigmatisation et la discrimination. Au niveau financier, ce qui ressortait dans la littérature, c'était un impact au niveau des coûts qui était élevé, mais aussi la perte de revenus et l'impact sur la carrière pour les hommes de manière générale, mais aussi la difficulté d'épargne, notamment en lien avec la retraite pour les hommes en général, mais aussi les hommes âgés, et l'endettement, plus particulièrement pour les hommes s'identifiant comme faisant partie de la diversité de genre et de sexe. Alors, en termes de besoins des hommes proches aidants, ce qui ressortait dans la littérature, c'est pour ce qui était de besoins en soutien et services, c'était le soutien psychologique, émotionnel, communautaire, familial, juridique et financier. Mais aussi le besoin de flexibilité de la part des employeurs, besoin de répit, donc de services de répit et d'évasion, besoin de services ou de soutien de proximité abordables, flexibles, sensibles et adaptés à leur réalité, mais aussi le soutien pour les tâches quotidiennes. Ça, c'est pour ce qui était des hommes en général. On retrouvait aussi le besoin de soutien pour les tâches ménagères, particulièrement pour les hommes aînés, mais aussi le besoin de soutien religieux pour les hommes des communautés ethnoculturelles. En matière d'éducation et d'orientation, les besoins qui sont ressortis dans la littérature touchaient plus les hommes en général, donc rien pour les autres populations spécifiques. Donc, il s'agissait du besoin d'accès aux ressources appropriées en santé, du besoin d'accès à l'information utile, mais aussi du besoin d'accès aux ressources éducatives et d'orientation dans le système de santé. En termes de participation, engagement, là encore, rien de spécifique pour les autres populations, mais d'une manière générale, ce qui est ressorti, c'est l'implication, le besoin d'être impliqué dans les décisions cliniques, mais aussi le besoin d'aide à l'adaptation à leur rôle de proche aidant. En termes de reconnaissance et sensibilisation, ce qui est ressorti dans la littérature consultée, c'est le besoin de reconnaissance de leur rôle par les professionnels de la santé, le besoin de reconnaissance de leur rôle par leurs proches, mais aussi la société, et aussi le besoin des intervenants sensibles à leur réalité de manière générale, et le besoin d'utiliser un vocabulaire plus adapté à l'identité masculine de manière générale, mais pour les hommes âgés en particulier.
Au niveau juridique, les besoins qui sont ressortis incluaient les lois et politiques flexibles et équitables, mais aussi plus de travaux de recherche sur la justice sociale et l'équité d'une manière générale. Il y avait aussi un besoin de couverture d'assurance adéquate pour ce qui était des hommes des communautés ethnoculturelles et des besoins d'avoir des politiques ou des mesures pour promouvoir l'égalité économique pour les hommes s'identifiant de la diversité de genre et de sexe. Alors, les types de soutien utilisés, il s'agit vraiment des types de soutien documentés dans la littérature consultée. Donc, dans la littérature, ce qui ressortait, c'était pour les hommes de manière générale, c'était le soutien familial, donc par d'autres membres de la famille, mais aussi le soutien clinique, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Au niveau communautaire, le soutien, ça incluait les amis des organismes communautaires, mais aussi le soutien institutionnel, donc soit par le système de santé ou des agences privées, et le soutien social, ce qui concernait vraiment les réseaux élargis de connexion sociale. Plus spécifiquement pour les hommes âgés aînés, ce qui ressortait, c'était le soutien en termes d'information juridique, mais aussi pour la reconnaissance de leurs droits. Au niveau des hommes s'identifiant comme faisant partie de la diversité de genre et de sexe, ce qui ressortait, c'était vraiment le soutien financier pour pallier aux coûts et aux pertes de revenus. Pour ce qui est des enjeux, ce qu'on a répertorié dans la littérature consultée au niveau clinique, c'était la difficulté d'accès aux informations pertinentes, la difficulté d'accès aux soins et services, mais aussi le manque de formation clinique sur les soins à prodiguer à leurs proches et les difficultés à exprimer leurs émotions de manière générale. Et ce qui est ressorti spécifiquement pour les hommes de la diversité de genre et de sexe, c'était plus l'isolement, la stigmatisation, la discrimination, mais aussi notamment de la part des professionnels de la santé. Les enjeux sociaux incluaient la résistance à obtenir ou accepter de l'aide extérieure, la stigmatisation et la discrimination, mais aussi l'isolement et les pressions sociales d'une manière générale, et plus spécifiquement les difficultés relatives à la culture, à la langue, à la religion pour les hommes des communautés ethnoculturelles. Au niveau organisationnel, les enjeux incluaient le sentiment de ne pas être compris par les professionnels de la santé, mais aussi des barrières culturelles, institutionnelles et linguistiques de manière générale. Pour les hommes aînés, c'était le manque de soutien et d'accompagnement lors de la transition de la personne aidée vers les résidences de soins, mais aussi le grand roulement du personnel dans les services de soutien. Le manque de sensibilisation et d'éducation des équipes de soins à la diversité ressortait plus pour des hommes s'identifiant comme faisant partie de la diversité de genre et de sexe, et puis les hommes aînés. Le manque de diversité ethnoculturelle dans les soins et services était associé aux hommes, ressortait plutôt pour les hommes des communautés ethnoculturelles. Pour les hommes vivant en milieu rural, c'était plus l'absence ou les limites des services disponibles. Au niveau sécuritaire, les enjeux qui ressortaient étaient plus en lien avec les hommes des communautés ethnoculturelles, donc notamment la gestion de la perte de contrôle qui pouvait mener parfois à de la violence ou à la consommation des substances. Au niveau économique, les enjeux incluaient le fardeau financier, la précarité économique, mais aussi les barrières à l'emploi d'une manière générale. Et pour les hommes aînés ou les hommes de la diversité de genre et de sexe ou ceux vivant en milieu rural, ce qui ressortait, c'était l'inégalité, les inégalités économiques. Au niveau juridique, on avait des barrières juridiques qui ressortaient de manière générale, mais aussi la difficulté de protection légale pour les hommes s'identifiant comme faisant partie de la diversité de genre et de sexe. Alors, au niveau des bonnes pratiques, ce qui ressortait dans la littérature en matière de soins, c'était
de mettre en place ou de mettre en place des mesures pour favoriser une implication plus active de ces hommes dans le processus de traitement, mais aussi de mettre en place des mesures pour une meilleure coordination ou une coordination efficace des soins entre les professionnels de la santé, les soins et interventions adaptés à leurs besoins spécifiques, et ça c'est de manière générale. Et pour les hommes, plus particulièrement pour les hommes de la communauté ethnoculturelle, c'était de mettre des mesures pour favoriser, de mettre en place des mesures pour favoriser le lien de confiance avec les intervenants impliqués. Au niveau de soutien et services, les bonnes pratiques incluaient de mettre en place des mesures pour mieux soutenir financièrement des organismes d'aide aux hommes proches aidants, mais aussi des interventions et soutiens, que ce soit en ligne, multimodaux, individuels, familiaux ou en groupe, mais aussi de mettre en place ou favoriser des communications ouvertes sur les problèmes de vie sexuelle pour les hommes de manière en général. Pour les hommes aînés, ce qui ressortait, c'était vraiment de mettre en place des programmes et services d'aide psychosociale, mais aussi de changer la terminologie d'usage quand on s'adresse à eux. Pour ce qui est des hommes issus des communautés ethnoculturelles, les bonnes pratiques incluaient la mise en place de soutien adapté aux réalités culturelles et à leurs besoins spécifiques, mais aussi des interventions psychoéducatives, religieuses, collaboratives, flexibles, individuelles ou de groupe, pour des programmes aussi et des services d'aide psychosociale et de soutien personnalisé seraient aidants pour les hommes en général, mais particulièrement pour les hommes s'identifiant comme faisant partie de la diversité de genre et de sexe, qui ont aussi, pour lesquels des groupes de soutien dédiés sont aussi importants, et ils le partagent avec les hommes vivant dans les milieux ruraux. Au niveau de la reconnaissance, les bonnes pratiques incluaient la mise en place des mesures pour une meilleure reconnaissance de leur rôle, mais aussi des mécanismes ou des moyens pour valoriser davantage la proche aidance chez ces populations. Au niveau de la formation et de l'éducation, ce qui ressortait, c'était de mettre en place des programmes d'information, de formation et d'éducation, non seulement pour les hommes proches aidants, mais aussi pour le personnel de la santé de manière générale, pour les hommes de manière générale. Au niveau des assurances et juridiques, ce qui ressortait, c'était de mettre en place des couvertures d'assurance adéquates de manière générale, mais aussi des moyens ou des mesures pour une meilleure reconnaissance de l'importance des documents légaux et de la planification successorale pour les hommes en général, mais aussi pour ceux s'identifiant comme faisant partie de la diversité de genre et de sexe. Au niveau de l'égalité, des réductions des stéréotypes, ce qui ressortait, c'était vraiment de travailler sur la déconstruction des stéréotypes de genre. Alors, avant de finir, on voulait juste présenter pour dire que les principales limites de notre revue résident dans le fait d'abord que le choix d'inclure uniquement des publications en français et en anglais peut avoir entraîné la sous-représentation de certaines populations. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce que Sophie a présenté, nous avons quand même des données qui proviennent quand même de plusieurs pays à travers les 5 continents. Aussi, le manque d'informations dans certaines publications ne permettait pas de bien catégoriser les populations d'hommes proches aidants, mais malgré cela, nous avons pu dégager plusieurs sous-populations. En fait, nous sommes allés au-delà du mandat qui nous avait été donné. Grâce à la richesse de nos données, on a pu mettre en lumière des sous-populations comme les aînés, les hommes des diversités de genre et de sexe et les hommes vivant dans les zones rurales. Aussi, l'échéancier combiné au nombre important de données recensées nous a conduit à prioriser une analyse descriptive plutôt que des analyses comparatives ou croisées, comme la comparaison des hommes versus femmes ou l'analyse selon les maladies des personnes aidées. Mais nous disposons vraiment d'une base de données riche. On a toutes ces informations. Et aussi, nous n'avons pas aussi pu réaliser l'analyse des programmes ou services existants, mais nous avons plutôt priorisé les éléments qui pouvaient guider le développement ou l'optimisation des programmes ou services de soutien adaptés aux hommes proches aidants. Cette revue a plusieurs forces,
notamment la portée internationale des données de la littérature recensée qui nous a permis d'avoir un portrait global de l'approche aidance au masculin et qui a pu servir, qui a déjà servi de base, mais qui pourrait aussi servir de base pour d'autres projets à notre CIUS. L'autre force réside dans l'approche systématique dans la collecte et l'analyse des données que nous avons favorisée et la collaboration entre plusieurs conseillers scientifiques. Aussi, les données utilisées reflètent une diversité de perspectives d'acteurs impliqués dans l'approche aidance et la mise en lumière de différentes ou des particularités de certaines sous-populations est une autre force. Enfin, nos résultats favorisent le développement et l'implantation efficace des stratégies et des actions ciblées pour des profils spécifiques dans proche aidant. Alors, en conclusion, avec le vieillissement de la population croissant et la place prépondérante des soins à domicile, l'approche aidance représente un élément clé pour la continuité des soins. Notre vue rapide de la littérature met en lumière des pistes de solutions pour le développement et l'amélioration des services ou programmes de soutien pour les hommes proches aidants. En effet, les impacts considérés dans cette pratique, dans toutes en effet, des impacts considérables de cette pratique dans toutes les sphères de la vie des hommes proches aidants, ainsi que la diversité de défis rapportés soulignent la nécessité d'une approche holistique, flexible et personnalisée pour mieux répondre aux besoins spécifiques et de favoriser une prise en charge globale de leur bien-être. Par ailleurs, les différents besoins relatifs à ce rôle soulignent l'importance de mettre en place des programmes spécifiques et conçus pour répondre à leurs besoins, notamment des programmes de soutien et d'accompagnement spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des différents profils d'hommes proches aidants. Il est aussi important de mettre en place des programmes de formation, non seulement pour ces proches aidants, mais aussi pour le professionnel de la santé et les intervenants. Les principaux défis auxquels sont confrontés les hommes proches aidants nécessitent des interventions à la fois politiques et sociales pour garantir un meilleur accès aux ressources, une répartition plus équitable de ces ressources, mais aussi répondre aux principaux défis auxquels ils sont confrontés. Il est également important de privilégier des actions concertées et bien coordonnées pour reconnaître et considérer de manière efficace leurs besoins. Alors, pour terminer, on voulait juste vous montrer les retombées de nos travaux. Donc, pour montrer ou du projet. Donc, les résultats de ce projet ont soutenu le développement d'un sondage territorial de la DVDSP-RP qui incluait, c'est un sondage territorial à Montréal et qui a qui a vu la participation de 650 participants. Aussi, les résultats de ce rapport ont permis d'orienter des consultations de terrain visant à développer des solutions en co-construction. Aussi, le développement des services selon les besoins des hommes proches aidants, mais aussi orienter la programmation des activités psychoéducatives adaptées aux différentes phases de la maladie. Les résultats, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, donc les résultats de nos travaux ont fait partie ont été publiés donc dans un article scientifique en juin ou août dernier. Et aussi, juste pour dire qu'on a fait une présentation, un webinaire à la communauté de pratique en proche aidance le printemps dernier, qui fait maintenant partie de l'observatoire, de la base des données de l'Observatoire québécoise de la proche aidance. Nous avons aussi fait une présentation au comité régional en santé et bien-être à l'ACFAS en 2025 et la semaine prochaine, nous allons faire une présentation dans un colloque, dans un atelier du colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes. Donc, merci pour votre participation et nous sommes disponibles pour des questions. Je vais arrêter le partage d'écran parce que je ne vois pas. Alors, merci beaucoup à nos deux présentatrices. Thank you to our two presenters. We'll open it up for questions.